Bien, donc la mémoire de Bordeaux Contrôle, bon, la plupart des gens la connaissent déjà, elle existe depuis plus de 20 ans. En particulier ces 12 dernières années, nous avons relancé des travaux de recherche progressivement, en montant en puissance. Il y a déjà 9 ans, nous avons d'un certain nombre de gens qui sont ici, et particulièrement mis sur mémoire. Nous avons participé donc, à notre première grande exposition nationale, du Borse à la Soleil. Nous étions nombreux, mais ça fait déjà quelques temps. Depuis, nous avons continué à avancer. Nous avions déjà entendu parler de ces phares aériens, aéronautiques, d'ailleurs il y a les deux locales, et sans trop insister sur cet aspect. Et du temps a passé, et finalement nous avons eu l'occasion d'en visiter un, puis plusieurs, de rencontrer. Oui, merci. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de ces phares qui demeurent, certains sont maintenant inscrits aux monuments historiques. Et ça nous a permis de relancer cette recherche sur la base d'un certain nombre de recherches déjà entamées par des amis notamment toulousains, ou d'autres personnes en Lyon, qu'on a déjà là depuis. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce sujet. Donc c'était d'un domaine relativement méconnu, et ce qui nous a amené à faire un travail assez long, puisque nous avions des documents relativement concentrés à la France dans un premier temps. On s'est rendu compte ensuite, je reviendrai, du développement du côté des États-Unis, qui était très tôt, et on s'est rendu compte beaucoup plus récemment que des pays comme l'Allemagne étaient vraiment des précurseurs. Donc au début du transport aérien commercial, juste un petit point, je vous passe en fond notre exposition telle qu'elle était lors de sa première présentation à la DGSC, enfin à la DESAC à Bordeaux, Mérignac. Voilà. Donc vous verrez le contenu, il y a un certain nombre de panneaux, un certain nombre de vitrines, un certain nombre de cartes qui sont présentées. Donc au début du transport aérien commercial, les avions volent le jour. Mais la faiblesse des moteurs et le mauvais temps provoquent des retards. On se rend compte assez rapidement que les voyages ne terminent pas avant la nuit. Donc on doit les reprendre le lendemain. Et il arrive assez logiquement l'idée de poursuivre le vol la nuit, dans un premier temps, en première partie. Donc, d'où vient l'idée des phares aériens qui vont petit à petit se mettre en place. Alors, les phares vont être utilisés dans l'aviation, non pas par simple copie des phares maritimes, puisque ce sont quand même des besoins très différents. Par exemple, quelqu'un qui fait une navigation maritime assez longue va avoir les phares uniquement à la proximité des côtes, donc la plupart de son trajet se fera sans les phares, avec d'autres moyens de navigation qui sont assez performants depuis assez longtemps. En aviation, ce n'était pas ça, il y avait assez peu d'équipement à bord, en tout cas la navigation était assez rudimentaire, et donc il y a eu assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a eu besoin de jalonner les routes par ces phares. Donc l'histoire commence par les besoins militaires. Lors de la Première Guerre mondiale, l'aviation est utilisée notamment pour le bombardement des arrières de l'adversaire. Cela ne peut guère se faire que de nuit, pour des raisons qu'on comprend. Et la défense met au point des méthodes pour guider les avions au retour vers les lignes amies. La construction de phares géants, c'est la première idée. Autant qu'on en voit ici un exemplaire sur le Mont Afrique. Des phares géants élancés et
En fait, bon, pas mal de grosses installations prévues en milieu ou fin de guerre ne sont réalisées que plus tard. Ce n'est qu'en 1926 qu'elles verront le jour. Et déjà, elles sont un peu dépassées. Donc, au tout début des... Je reviendrai sur les phares de Jalonnement. Au tout début des années 20, les audacieux se lancent dans les liaisons internationales, voire intercontinentales. Les audacieux, c'est vraiment le terme, parce que, notamment ceux qui ont fait les premiers vols de nuit, c'était quand même très, très, très aventureux. Donc l'aéropostale, bien sûr, sur l'Amérique du Sud, et peut-être moins connue, la franco-roumaine, sur Paris et Istanbul, avec escale dans toutes les capitales de l'Europe de l'Est. Ces deux grandes lignes sont les premières à investir et à utiliser les phares aéronautiques. Là, je parle essentiellement pour la partie française. Donc tout est à mettre au point, y compris l'éclairage sur les parkings. C'est-à-dire que les phares aériens, ça ne comporte pas que les phares de très grands phares qu'on a vus, les classiques utilisés. Ça ne comporte pas que les phares de jalonnement, c'est-à-dire des phares qui sont tous les 25-30 km. Ça comporte aussi des phares de ralliement qui permettent de rejoindre un aéroport, une surface d'atterrissage. Et ça comporte aussi des éclairages de sol, notamment les éclairages de parking. Et là, on en voit un exemplaire ici, sur cette peinture d'Albert. Donc, un pays s'investit particulièrement dans les développements industriels autour du balisage des aéroports et des voies aériennes, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, dès avant 14-18, dès 1913, a besoin pour ses dirigeables de développer déjà ces lignes, éclairer les lignes. Un peu plus tard, en 1927, Charles Lindbergh traverse l'Atlantique Nord et atterrit la nuit au Bourget. C'est quelque chose qui est très connu. Donc l'aérodrome est est doté à l'époque de deux phares. Un phare de grande portée, pas ces très grands phares qu'on a vus, c'est des phares intermédiaires qui portent une centaine de kilomètres. Et l'autre pour des vols, pour le ralliement en proximité. Il y avait même un troisième phare en secours. Alors en 1928, c'est très important, les premiers phares au néon, particulièrement économiques, sont fabriqués et installés en France pour baliser les routes aériennes. On s'est rendu compte qu'effectivement, les lumières blanches clignotantes dans la brume, ce n'était pas toujours très très bien visible. Donc la lumière rouge du néon, alors qui peut être clignotante, associée si possible avec un feu blanc tournant, c'était beaucoup plus efficace. Donc c'est comme ça qu'ont été équipés la plupart des phares de jalonnement. Alors, dans notre exposition, nous présentons un certain nombre d'objets, de maquettes d'avions, d'éléments de phare, comme ici, nous voyons ces lampes à incandescence de 500 et 1500 watts à gauche. Nous présentons aussi un tube néon de l'époque, un rescapé. C'est assez grand, ça fait à peu près 90 de haut, c'est en une forme de pincée. Et sur les tourelles, sur les phares, il y avait comme ça 5 néons qui clignotaient selon le code Morse du phare, qui était d'une lettre. Donc on présente aussi une documentation de l'époque, marché des phares, le marché d'achat des phares, enfin des terrains, les notices du BNA, le bulletin de navigation aérienne, détaillant les plus de 150 phares, je parlais tout à l'heure de 170 en fonctionnement à la fin des années 30, les cartes aériennes aux 500 millième sur lesquelles figurent les phares, déjà à l'époque. Voilà, ici c'est... Oui, donc là je vous ai montré le tube, on ne voit pas très bien. Voilà. Là c'est l'extrémité du tube néon à usage aéronautique. Il est à noter que le néon ne sera jamais utilisé dans le domaine maritime. Ils sont vraiment deux développements
différents, bien qu'il y ait certains phares aéronautiques qui soient utilisés, notamment en démasquant la partie terrestre, désoccultant la partie terrestre pour l'aéronautique. Donc de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis développent aussi leur réseau de phares. Là, c'est dès les années 20. En France, c'est plutôt dans les années 30. On en a déjà parlé lors d'une commission mémoire précédente. Je ne vais pas revenir dessus, mais on a 3 panneaux dans l'exposition. À leur apogée, les phares aéronautiques connaissent de nombreux développements, notamment dans l'armée de l'air, pour équiper des terrains provisoires. Quand on regarde les cartes, il y a effectivement les routes, on va appeler routes aériennes, des tracés palissés, et il y a un certain nombre de phares disséminés qui permettent le ralliement de terrains provisoires, de terrains militaires. D'accord. Écoutez, voilà, donc essentiellement les grands axes, c'était Paris-Bruxelles, Paris-Strasbourg, très dense, Paris-Lyon-Marseille, et Toulouse, on sait pourquoi, avec l'air postale. Donc sous vitrine, nous avons un certain nombre de phares. Alors là, on voit la densité. Nous avons un certain nombre de documents, comme ces cartes là, qui sont déjà détaillées. Des cartes pliantes, pour ceux qui ont piloté, vous savez que c'est assez pratique. Cartes entoilées et pliantes, dès cette époque-là. Nous avons un certain nombre de documents qui témoignent du suivi des phares. Il y avait un carnet d'entretien. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas trop idée de comment se passait l'entretien des phares, il y avait pour chaque phare, il y avait un gardien. Ça pouvait être un instituteur, ça pouvait être un agriculteur, ça pouvait être un facteur. Et qui avait parfois le téléphone, sinon il était joint par télégramme. Et c'est comme ça que lui étaient indiquées les heures d'ouverture, dans un premier temps. Après, il y a eu des ouvertures sur plusieurs heures systématiquement dans la nuit. Voilà, cette exposition a été présentée, comme je vous disais, il y a pendant un mois, à Bordeaux-Mérignac. En version légère, certains ont pu la voir au carrefour des associations de Bourget, ainsi que dans la Brie, à Bassevel, commune particulièrement motivée. Elle sera présentée à partir environ du 15 juillet pour tout le temps de l'été, ici, dans le web de Farman. Et nous sommes en pourparlers pour une exposition au meeting de Merville à l'automne. Voilà, donc l'association de la mémoire de Bordeaux Contrôle est joignable pour tout renseignement. Bon, notamment, il y a un lien sur le site de la DGAC. Pour ceux qui veulent absolument avoir affaire à des Parisiens, veuillez Ariane Gilotte, c'est notre impresario. Bon, voilà, écoutez, je ne sais pas si ça vous avez un peu éclairé. Merci beaucoup. Voilà. Nous éclaire. N'hésitez pas à réagir, il y a 2 micros pour la salle. Si vous avez des éléments à apporter ou si vous voulez témoigner, n'hésitez pas surtout à prendre la parole, à donner vos informations. Oui. Un premier maillage, voilà. Je vais essayer de me passer le micro. Simplement un souvenir à Clermont-Ferrand à la fin des années 60, enfin, dans les années 70, on avait maintenu en service le phare du Puy-de-Mur. Oui. Jacques Pagex, donc retraité. C'est un souvenir personnel. Bon, en Auvergne, dans les années 70, le phare du Puy-de-Mur existait toujours, il fonctionnait parce que la postale de nuit qui avait son hub à Clermont voulait le maintenir. Alors justement, la question, c'est, il me semble que les phares ont été supprimés à cette époque-là. Je me demande si ce n'est pas celui qui est subsisté justement au-delà de la date de péremption des autres. Le phare du Puy-de-Mur. Le gardien de phare s'appelait Monsieur Mazin, M-A-Z-E-N. Il avait le même nom, est-ce qu'il était parent, je ne sais pas, que le directeur de la région aéronautique Sud-Est Aix-en-Provence à l'époque. Merci. Alors effectivement, il y a eu plusieurs périodes pour les phares. Brièvement, les phares de jalonnement, ça a été que les années 30, puisque simultanément se développait la radionavigation. Donc la guerre passant, après la guerre, la radionavigation a pris le pas. Il y a eu des consignes de la DGAC pour construire certains phares de jalonnement qui étaient quand même utiles à certains endroits. On estimait qu'il fallait les deux.
Ça n'a pas vraiment duré. Avant les années 60, ça a été arrêté. Par contre, les phares de ralliement, ce qui est le cas de celui de Clermont, il y avait aussi, dans les années 70, il y avait encore à Lyon, le premier Lyon déjà, bon, pas avant ce château-là, c'est Lyon-Bron, voilà. Bron, il y avait un phare jusque dans les années, au début des années 70. Donc c'est effectivement la fin des phares, mais c'était des phares qui étaient restés sur les aéroports pour le ralliement des avions. Oui. Le mur, c'était à l'extérieur. Oui, mais c'était à combien? Une colline. Oui. 3 à 5 km. Voilà, c'est ça, c'était typique d'un phare de ralliement. Oui. Qui était basé sur des hangars ou des choses comme ça sur le terrain, et des phares de ralliement qui étaient à proximité, et notamment sur un relief, ce qui se comprend parfaitement à Clermont-Ferrand. Oui, bonjour, Luc Fournier, ministère de la Culture. Je sais qu'il y a eu un phare de positionnement, enfin un phare de balisage qui a été classé au titre des monuments historiques, je crois que c'est au nord de Toulouse, à Bassièges, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui. Voilà, il y a quelques années, et ça a été pour nous, c'est la première installation de ce type que nous avons protégée au titre des monuments historiques. Il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, donc, il y a déjà celle-là. Voilà, c'est celui auquel je ne l'ai pas nommé, mais c'est quand je disais qu'il y avait un qui était inscrit. Voilà, donc c'est Bassièges, et à côté, il y a celui de Montferrand qui est... Bonjour, David Berthoud des Archives nationales. J'aurais voulu savoir si vous avez eu l'occasion, au cours de vos recherches, d'utiliser une ressource archivistique qui est les registres de délibération de la commission des phares et balises, donc des ponts et chaussées, ministère des Travaux publics à l'époque, qui notamment intervenait lors de la création de phares aéronautiques. Donc on avait une décision, des caractéristiques techniques et souvent des plans qui étaient annexés à ces décisions. Alors, je ne peux pas vous répondre directement, mais je suis à peu près certain que oui. C'est beaucoup Daniel Jousse, notre ancien président, enfin notre président d'honneur, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a fait une bonne partie du travail de recherche. Et donc, je pense qu'il a déjà été en contact. Il me les avait demandé, donc j'avais mis en relation pour qu'ils puissent utiliser ces fonds-là. Oui, absolument. Merci pour vos interventions.